Donc aujourd'hui, on va vous parler des forces des jeunes personnes contrevenantes, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter un peu plus en détail, en fait, l'équipe qui est derrière le site, qui est l'instrument, en fait, qu'on va vous parler aujourd'hui, parce que c'est un travail vraiment d'équipe. Donc, vous avez Cécile Matisse, qui est en fait la créatrice de l'instrument et qui est responsable aussi de la formation. Elle est responsable de l'implantation en Belgique. En fait, l'instrument, vous allez le voir au cours de la conférence, est présentement implanté en Belgique et dans un CIS ici au Québec. Donc, Cécile est responsable du volet belge. Ensuite, il y a moi, qui est là, en fait, beaucoup plus pour la validation des propriétés psychométriques du C, pour le volet statistique. Et je suis responsable également de l'implantation là, ici au Québec. On a mis le Canada au cas où. Et vous avez Nadège Brassine, qui est une étudiante au PhD en criminologie, qui est sous la direction de moi et Cécile, et qui fait une thèse sur le C et les forces de façon plus générale des jeunes, et qui a coordonné dans la dernière année aussi de l'implantation ici au Québec. Donc, c'est vraiment l'équipe, en fait, de travail autour de cet instrument-là et de l'étude des forces chez les jeunes personnes contrevenantes. Aujourd'hui, on a un plan de match assez étoffé. On vise rentrer le trou en 45 minutes. On va faire notre possible. Donc, en fait, on a quatre grandes sections. La première, c'est vraiment la portion plus théorique, je vous dirais, sur l'évaluation des forces et le cycle de façon générale. Donc, pourquoi évaluer les forces des jeunes personnes contrevenantes? La description de l'instrument également aussi. Ça va être animé par Cécile. Par la suite, ça va être l'évaluation des propriétés psychométriques du cycle, donc le volet méthodologie, les résultats, le volet plus quantitatif, qui va être animé par moi. Troisième point, et là, je vois qu'on a une petite erreur dans notre hiérarchie de points. Donc, la validité sociale, en fait, sera animée par Nadège. En fait, c'est de s'intéresser au retour des personnes professionnelles, donc les gens qui utilisent le site, qu'est-ce qu'elles en disent jusqu'à présent. Et finalement, Cécile va venir clôturer la conférence avec une réflexion sur l'implication pour l'évaluation des jeunes personnes contrevenantes d'utiliser les forces, de mesurer les forces et d'utiliser le C. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cécile qui va pouvoir vous parler du volet plus théorique de l'instrument. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très honorée d'ouvrir cette conférence aujourd'hui parce que pour la petite histoire, il y a un peu moins de 20 ans, j'étais à votre place lors d'un stage au Québec, au sein d'un centre jeunesse. J'avais assisté à des conférences organisées par l'Institut universitaire des jeunes en difficulté et puis j'avais adoré l'expérience et je trouvais que le croisement aussi fréquent que vous avez entre les chercheurs, les personnes qui réalisent des recherches et les personnes professionnelles était très enrichissant. Donc, je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui avec vous et de vous présenter le CEP. Alors, je veux bien la slide suivante. Parfait. Alors, pourquoi évaluer les forces des jeunes personnes contrevenantes, me direz-vous? Sans doute que c'est quelque chose qui vous est familier, que dans le cadre de votre profession, si vous accompagnez des jeunes personnes contrevenantes, vous avez un mandat d'évaluation, notamment d'évaluer le risque de récidive que ces jeunes personnes posent. Et dans la panoplie des outils d'évaluation que vous avez à disposition, le modèle risque-besoin-réceptivité développé par Andrews et Bonita vous est également certainement familier. Donc c'est le modèle qui est reconnu comme étant le plus efficace pour réduire la récidive auprès de personnes contrevenantes. Alors ça concerne différents publics et ça concerne également le public qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes personnes contrevenantes ou les jeunes personnes en conflit avec la loi. Donc c'est quelque chose qui vous est familier et sans doute que dans le cadre de cette évaluation, les forces font partie de vos préoccupations. Et l'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir vous offrir une évaluation complémentaire par rapport à cette mission d'évaluation des jeunes personnes contrevenantes. Alors, en lien avec le modèle RBR, ben, vous connaissez aussi très certainement l'outil d'évaluation standardisé qu'est l'YLS-CMI. Alors, chez vous, on dit le Y de façon plus intime. Et donc, l'YLS-CMI, c'est un outil d'évaluation
issu du modèle RBR qui évalue en grande partie les besoins criminogènes des jeunes personnes contrevenantes et également leurs facteurs de réceptivité pour prédire un risque de récidive. Alors, le grand atout de cet outil d'évaluation, c'est l'excellence de ses qualités psychométriques, alors principalement autour de la fidélité. Donc, l'ensemble des domaines d'évaluation comportent des items qui sont évalués, donc des cibles d'évaluation, que ce soit au niveau des accords interjuges ou de la cohérence interne, donc de la place de chacun des items des cibles d'évaluation au sein d'un domaine d'évaluation et ou de la façon dont deux personnes pourraient évaluer un même jeune en conflit avec la loi. Enfin, moi, c'est comme ça que je les appelle, mais une même personne contrevenante. On a ici d'excellents accords interjuges et une excellente cohérence interne. En termes de validité prédictive, donc est-ce que le Y prédit la récidive des jeunes personnes contrevenantes? On est avec une taille d'effet modérée, et c'est ce qu'on retrouve dans la littérature par rapport à d'autres types de publics. Donc ça, c'est la grande force du YLS-CMI. Si ce n'est que de plus en plus au sein de la littérature scientifique, mais également des retours des personnes professionnelles comme vous, on se rend compte que ce n'est pas forcément suffisant comme évaluation à mener, que ce soit comme cible d'évaluation ou bien par la suite comme cible d'intervention à développer, puisque le YLS-CMI met l'accent principalement sur les aspects négatifs de la jeune personne. Et donc, est-ce qu'il y a une intolérance à la frustration chez cette jeune personne? Est-ce qu'il y a la présence d'agressivité physique ou verbale? Est-ce qu'il y a la présence de pairs antisociaux? Donc, on va évaluer les aspects négatifs ou bien on va aussi évaluer l'absence d'aspects positifs. Et donc, est-ce qu'il y a une absence de pairs prosociaux, par exemple, au sein du domaine des relations sociales? Et donc, finalement, si vous avez une pièce de monnaie, que ce soit les aspects pile ou les aspects face, vous avez quand même une pièce de monnaie. Et donc, ça revient quelque part au même. De plus, Hodge et Andrews nous disent que les aspects positifs sont finalement sous-estimés au sein du YLS-CMI et que dans la mesure du possible, les interventions devraient être axées sur la présence de domaines de force. Si ce n'est qu'à l'heure actuelle, dans le YLS-CMI, pour pouvoir identifier un domaine comme étant un domaine de force pour la jeune personne, en fait, vous devez pouvoir évaluer une absence d'aspect négatif. Et donc, par rapport à tous les items qui composeraient un domaine du YLS-CMI, il faudrait coter 0 pour l'ensemble de ces items-là pour se dire que là, il y a quelque chose d'un peu exceptionnel qui pourrait représenter une force ou en tout cas un appui pour la jeune personne. Alors, dans le cadre de vos évaluations, je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Moi, ça m'arrive très peu de constater qu'il n'y a pas de facteur de risque présent au sein de l'évaluation de la situation d'une jeune personne contrevenante. Et donc, bien souvent, on en arrive au constat qu'il n'y a pas de force sur lesquelles s'appuyer et qu'on peut évaluer. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas de force présente dans la situation ou est-ce qu'en fait, on manque d'outils pour évaluer concrètement ce qu'est une force? Alors, par ailleurs, on sait que les aspects positifs, ils peuvent être tout aussi importants en termes d'effets directs sur la motivation à s'impliquer dans la prise en charge pour les personnes contrevenantes et concernant leurs effets indirects sur la récidive. Alors, quand on parle de motivation à la prise en charge, on est ici avec la réceptivité plus spécifique du modèle RBR, où bien souvent la cible première, c'est la prédiction de la récidive. Mais on pourrait tout aussi bien se dire que le fait d'avoir des jeunes personnes qui sont impliquées dans la prise en charge, c'est quelque chose qu'on veut soutenir et qui est intéressant. Et là, on sait que les aspects positifs, de prendre en compte les aspects positifs et de les travailler, c'est un effet direct sur la motivation des jeunes personnes et on peut le constater peut-être beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement dans le cadre d'un suivi que parfois une récidive qui peut prendre du temps à s'installer. Et l'évaluation des aspects positifs, le travail ensuite sur les aspects positifs, ça a aussi un effet direct sur la satisfaction de vie des jeunes personnes et ça augmente in fine leur facteur de protection. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ça, c'est plutôt l'ancrage un peu théorique. Si maintenant on vient avec des retours de jeunes, et ça, c'est ce
qu'on peut constater dans le quotidien de la prise en charge, on a demandé à quelques jeunes que nous avons rencontrés, ou en tout cas des professionnels comme vous, on peut rencontrer et évaluer au travers de ce qu'ils pensaient de cette évaluation centrée sur les forces. Et donc, ils ont pu dire, bah, par exemple, que d'axer l'évaluation uniquement sur le négatif, bah, c'est plutôt démotivant. Puis eux, ils ont envie de montrer qu'ils sont aussi des bonnes personnes. Ça leur a appris des choses sur eux. Donc, le fait de mener une évaluation pour répondre à un mandat judiciaire, ça leur apporte aussi finalement des informations sur qui ils sont et ils peuvent se voir différemment. Et ça peut les motiver de se dire que l'autre, le professionnel, perçoit des aspects positifs et donc des forces chez eux. Je ne sais pas s'il y a encore un retour, mais on peut passer à la suite. Oui, et dernier élément important, ça augmente la confiance qu'ils peuvent avoir au niveau du professionnel. Et donc là, on est vraiment avec les aspects de la réceptivité spécifique. Ça va augmenter leur motivation, ça va augmenter aussi potentiellement l'alliance thérapeutique avec le professionnel qui met en place l'accompagnement de la jeune personne contrevenante. Alors, l'évaluation des forces et puis ses retours, ça s'ancre en fait dans la psychologie positive et puis ensuite la criminologie positive. Alors, je ne vais pas développer outre mesure, mais c'est important de savoir que la psychologie positive, donc développée plutôt dans le début du XXIe siècle, et puis la criminologie positive, ça dit quoi? Ça dit que les expériences positives, elles sont tout aussi importantes à prendre en compte que les expériences négatives. Que les expériences positives, ça stimule en fait des émotions positives et que les émotions positives, elles participent autant au changement que les émotions négatives. Jusqu'à présent, que ce soit en psychologie ou en criminologie, on s'intéressait plus aux expériences négatives et aux émotions potentiellement négatives pour comprendre les processus de renoncement à une carrière criminelle et aussi pour prédire la récidive. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut s'intéresser aux expériences positives parce que ça génère des émotions positives et qu'à un moment donné, comme Ronel, qui est donc le père de la criminologie positive, ça peut mettre en place une rotation positive et donc permettre que la personne, quand on développe ses forces, puisse ouvrir ses répertoires cognitifs et comportementaux et donc mettre en place des changements dans sa vie pour, à un moment donné, se désister d'une trajectoire criminelle. Alors, les aspects positifs dans ce cadre-là, pourquoi je vous ai parlé de la criminologie positive? Parce que la force, c'est différent du facteur de protection. Quand je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre de vos missions d'évaluation, sans doute que les forces étaient quelque chose qui vous était familier, ben, vous avez peut-être été amené à évaluer des facteurs de protection. Le facteur de protection, il a un effet protecteur directement au moment de l'évaluation. Il est amené à réduire le risque d'une conduite délinquante, d'un passage à l'acte, soit directement, soit en diminuant l'effet du facteur de risque initial. Et donc, des facteurs de protection, ça peut être le fait d'avoir un loisir structuré, le fait d'avoir des pairs prosociaux, le fait d'avoir une régularité scolaire. Et ces facteurs de protection, ils existent et la jeune personne, elle peut s'appuyer dessus. C'est une sorte de, finalement, de contrôle social informel qui va diminuer le risque d'une conduite délinquante directement ou indirectement. Tandis que la force, on est ici quelque peu en amont. C'est un aspect positif dans la vie du jeune qui est présent mais qui n'est pas forcément mobilisé. Et donc qui n'a pas encore cet effet protecteur au moment de l'évaluation. Ça peut aussi être présent et s'exprimer dans un contexte, mais qui n'est peut-être pas le contexte qu'on souhaiterait. Et donc, pour vous donner un exemple par rapport aux facteurs de protection, on pourrait être ici avec un jeune qui n'a pas de loisirs structurés. Donc, clairement, il passe toute une partie de sa journée, voire de sa nuit, à jouer aux jeux vidéo. Et donc, il a un attrait fort pour les jeux vidéo, mais ce n'est pas un loisir structuré. Donc, dans le cadre du YLSMI, on coterait la présence d'une activité structurée qui est limitée et on ne se dirait pas qu'il y a un facteur de protection. Et c'est le cas. Par contre, il y a une force, c'est-à-dire que la jeune personne, elle a un attrait pour les jeux vidéo, ce qui, en termes de motivation,
peut lui donner envie de peut-être mettre en place une structuration autour de cette activité et en termes d'alliance thérapeutique, peut vous permettre de parler des jeux vidéo et développer cette alliance thérapeutique. Et donc, on se situe vraiment là au niveau de la force parce que cette personne, elle vit des expériences positives et donc elle a des émotions positives quand elle joue aux jeux vidéo, très certainement. Et on va miser là-dessus pour les augmenter plutôt que de se dire, on va chercher à diminuer quelque chose dans sa situation. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de la force qui est présente, mais pas forcément mobilisée, ou mobilisée dans un contexte qu'on souhaiterait. L'idée, évidemment, de généraliser cette force dans d'autres contextes pour que ça devienne des facteurs de protection par après. Alors, quelques mots sur l'évaluation. Alors, je vais être rapide pour introduire le C. Actuellement, il existe donc des évaluations structurées autour des facteurs de protection. Donc, la SAVRI ou le SAPROF, qui mesurent effectivement les facteurs de protection et qui ont de bonnes qualités psychométriques, telles que celles que j'ai pu vous présenter pour le YLS-CMI. Donc ça existe, mais ce n'est qu'une facette des aspects positifs, c'est les facteurs de protection, j'en ai parlé. Si on s'intéresse maintenant aux forces, donc les forces qui vivent en contexte, qui n'ont pas encore d'effet protecteur, à l'heure actuelle existait le Youth Competency Assessment, le YCA, qui est en fait un guide d'entretien semi-structuré. Donc il y a une série de thématiques à explorer avec la jeune personne, mais il n'y a pas d'item concret de force, il n'y a pas d'indication de cotation, et donc on n'est pas en présence d'une évaluation structurée. Et donc, l'un dans l'autre, je me suis dit qu'il y avait là la place pour développer le C et donc l'évaluation structurée des forces des jeunes pour pouvoir évaluer concrètement une force, mais avec finalement la structuration dont bénéficient les facteurs de protection pour le moment, pour permettre aux professionnels d'avoir des indicateurs concrets, des consignes de cotation, parce que ça, c'est quelque chose qui revient très fort, que ce soit dans les contacts informels avec les professionnels et également au niveau de la recherche scientifique. C'est difficile de pouvoir conceptualiser ce que c'est la force, de la définir et de se sentir légitime de coter une force comme étant présente dans la situation de la jeune personne, parce qu'en fait, on manque de repères méthodologiques, mais aussi théoriques. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des entrelacements avec les facteurs de protection qui ne permettent pas encore suffisamment, enfin jusqu'au jour d'aujourd'hui, de vraiment qualifier la force. Et donc au niveau du C, très rapidement, une force peut être définie comme une compétence, une attitude qui est exploitée ou non. Donc en fait, elle peut être présente, mais pas exploitée dans le contexte souhaité encore, où la jeune personne peut ne pas en avoir connaissance, mais vous la détectez chez elle, qui peut potentiellement être mobilisée pour adopter un comportement prosocial, améliorer son bien-être tout en réduisant la probabilité de nuire à autrui ou à soi-même. Donc on se situe vraiment dans la criminologie positive, mais on est aussi dans une logique de prédiction de la récidive ou en tout cas de gestion de la sécurité publique également. Le CES, c'est un outil de quatrième génération, comme le YLS-CMI, qui s'appuie sur le même domaine que le YLS-CMI, et donc sur notamment des besoins criminogènes, des facteurs de risque dynamiques. Il est en lien avec des cibles d'intervention, des objectifs d'intervention à développer ensuite, et il possède aussi des facteurs de réceptivité. Donc, il a été créé en 2020, donc il est tout jeune, hein, le CES, c'est encore un peu un bébé. Il possède entre 24 et 26 items de force. Donc là, on y reviendra peut-être, mais ça concerne le domaine lié à la consommation de substances. Et donc, ce sont des indicateurs qui sont concrets, objectivés, basés sur une recension de la littérature scientifique et également assortis d'une démarche collaborative avec des professionnels qui prennent en charge des jeunes contrevenants. Ici, dans un premier temps, en Belgique francophone, puisque ça aussi, c'est une caractéristique des approches centrées sur les forces, c'est d'être dans une démarche collaborative avec la jeune personne, mais également avec les professionnels. Et donc, les forces ont été aussi recensées par les professionnels ici en Belgique francophone dans un premier temps, mais on pourra peut-être en reparler dans la suite des travaux sur le C également. Comme le YLS-CMI, la force est soit présente, soit elle est absente. Donc, c'est la même logique de cotation. Et également, comme le SAPROF, le C ne peut pas être utilisé seul. Et donc là, on n'est pas du tout dans une logique d'exclusivité. Le C vient en appui des évaluations qui examinent le risque de récidive et
vous le verrez tout à l'heure de la présentation des premiers résultats sur les qualités psychométriques, le C est là aussi peut-être pour viser d'autres enjeux que la prédiction de la récidive, et donc il s'utilise en complémentarité du YLS-CMI. Alors, donc, donc, le C s'intègre au sein des domaines du YLS-CMI. Je ne vais pas ici vous les représenter. Si je vous donne un exemple, pour le domaine personnalité et comportement, on va évaluer si le jeune est capable de réguler ses humeurs. Concernant le domaine de relation avec les pairs, on va évaluer si le jeune est capable d'entrer en relation de manière respectueuse. Il y a évidemment des consignes de cotation. Et pour vous montrer à quel point on est dans l'évaluation des forces et pas des facteurs de protection, la capacité à entrer en relation de manière respectueuse, c'est y compris avec des pairs délinquants. Ce n'est pas le facteur de protection. On veut évaluer si le jeune est capable d'entrer en relation, qu'importe le profil de cette personne. Pourquoi? Parce que s'il a cette compétence-là, il peut la transférer au niveau, par exemple, d'un professionnel, la transférer au niveau du domaine scolaire, la transférer au niveau d'un nouveau loisir, où il y aurait à créer des relations plus prosociales. Et donc ça, c'est vraiment la distinction de la force. Et il y a également des facteurs de réceptivité, je ne vais pas développer ici, que moi j'ai appelé mobilisants, puisque les facteurs de réceptivité de l'YLS-CMI sont plutôt en termes de limitation de la situation de la jeune personne. Ici, on va être avec la collaboration des parents, des valeurs prosociales au niveau des parents, la présence de suivis professionnels qui sont significatifs pour la jeune personne, etc. Alors, je m'arrête ici et on pourra reparler peut-être avec vos questions tout à l'heure, et je laisse la parole à Geneviève pour la partie concernant les qualités psychométriques du C. Et finalement, tout ce que je vous raconte, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça repose sur des résultats validés scientifiquement? Excusez, merci beaucoup, Cécile. Donc, c'est le moment statistique avec chiffres. Donc, désolé pour ceux et celles pour qui les cours de méthodologie n'étaient pas les cours préférés. Je vais essayer de faire ça le plus digeste possible. Un bref petit tour de la méthodologie avant de rentrer directement dans les résultats. Donc, en fait, ce midi, on vous présente les résultats de façon distincte pour les résultats qu'on a obtenus au Québec et pour la Belgique. Au Québec, présentement, on est avec un échantillon de 113 jeunes personnes contrevenantes, majoritairement des garçons. Cet échantillon-là va grossir là, dans les prochains mois et on devrait avoir autour de 160, 170 d'ici la fin de l'année. En moyenne, 16 ans et tous des jeunes qui étaient dans la communauté au moment de l'évaluation. Pour ce qui est de la Belgique, on est avec un échantillon de 262 jeunes contrevenants, seulement des garçons. On pourra expliquer peut-être plus tard pourquoi que des garçons pour l'instant. Moyenne environ 16 ans aussi. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur le contexte de l'évaluation. En fait, ce sont tous des jeunes qui sont hébergés dans ce qu'on appelle un CEVAR, donc un service d'évaluation et d'orientation au moment de l'évaluation. En fait, en Belgique, quand un jeune est accusé, avant de recevoir la condamnation de façon plus formelle, il va être envoyé dans un CEVAR généralement pour qu'il y ait une évaluation de 30 jours. Donc, c'est une ressource à l'interne et au bout de ce 30 jours-là, l'évaluation elle est produite et le YLS-CMI ainsi que le C sont cotés et les résultats sont rendus aux jeunes ainsi qu'aux juges par la suite. Donc, le contexte est un petit peu différent, puis on aura l'occasion d'en reparler durant la période de questions si ça vous intéresse. Je rends toujours à César ce qui appartient à César. Donc, en fait, les données belges sont les données de la thèse de doctorat de Nadège, qui devrait déposer le tout là, à l'automne 2025. Donc, ces données ne nous appartiennent pas, elles sont à Nadège. Donc, je vais juste le souligner, l'effort colossal qu'elle a fait pour les obtenir. Les mesures YLS-CMI, vous le connaissez déjà. La majorité d'entre vous connaissez déjà la SAPROF version pour jeunes. On a le C qui a été coté également aussi et on a une récidive générale, donc toute nouvelle condamnation sur une période de 1 an. Stratégie analytique, quelque chose de bien classique, alpha de Crumbach, coefficient de corrélation intraclasse, des corrélations, des heures sous la courbe pour aller évaluer les différents types de fidélité et de validité qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, facteurs de risque et force, est-ce que ça peut coexister ensemble? Donc, première phase de résultat.
Donc, vous avez en fait ici les scores moyens pour chacun des différents domaines du YLS. Vous voyez que pour le C, il n'y a pas de domaine infraction, donc on a un petit tiret ici. Et vous avez le score total également moyen. On a retiré en fait le domaine de la consommation parce que côté statistique, c'est un peu complexe quand en fait euh, une jeune personne qui ne consomme pas ne peut avoir qu'une seule force, ne pas consommer, alors que pour les jeunes qui sont consommateurs, on peut aller jusqu'à 3 forces différentes. Donc ça, c'est un enjeu qui, au niveau statistique, est un petit peu plus complexe à gérer, mais que dans une prochaine version, autant les non-consommateurs que les consommateurs pourront avoir l'opportunité d'avoir 3 forces, donc d'avoir le même portrait. En fait, c'est un élément qui avait été soulevé par les gens du milieu en Belgique surtout. Donc, on s'ajuste là, pour la prochaine version. Ce sur quoi je veux peut-être porter davantage votre attention, en fait, ici, je vous présente le tout en ratio. Donc, par exemple, si on prend situation familière avec le YLS au Québec, on avait un score moyen de 1,9 sur une possibilité de 6 facteurs de risque. Donc, ça nous dit qu'en moyenne, les jeunes présentent environ le tiers des facteurs de risque dans ce domaine-là. Donc, quand c'est rouge, c'est parce que c'est élevé, jaune, c'est un peu modéré. Donc, je voulais attirer un peu votre attention là, sur ces chiffres-là. Donc, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de souligner que bien, les forces et les facteurs de risque peuvent coexister chez les mêmes jeunes. Donc, même s'il y a présence de facteurs de risque, les forces peuvent être présentes. J'ai un étudiant aussi qui s'est intéressé à ça avec des analyses de classe latente et on a vraiment des groupes où les deux peuvent coexister ensemble. Donc, au Québec, 50 en Belgique, 33 des forces sont présentes en moyenne chez nos jeunes impliqués. Il y a des petites différences au niveau Québec, Belgique, tout ça, mais l'idée, c'est de dire que les deux peuvent coexister chez les mêmes personnes. Deuxième point, fidélité, donc cohérence interne et accord interjuge. Donc, au niveau de la cohérence interne, je vous ai mis les chiffres ici. Je vous ai mis aussi le barème pour pouvoir apprécier ces chiffres-là. Ce qu'on vise, c'est du vert. Du bleu, on est très content. Du jaune, quand il n'y en a pas trop aussi, on est content. Rendu avec le rouge, là, on commence à être un peu moins heureuse. Donc, je vous présente ici les résultats, en fait, pour le YLS CMI. Et vous avez ceux pour le C. Donc, on est majoritairement dans du vert, dans du bleu, avec quelques petits jaunes, mais qui sont sur le point presque de migrer vers le bleu. Donc, pour nous ici, la cohérence interne, généralement, va de bonne à excellente, autant pour le Québec que pour la Belgique. Et c'est comparable à le Savry, la SAPROF et le YLS CMI également. Donc, jusqu'ici, ça va bien. Ensuite, donc, accord interjuge. Donc, si 2 personnes déléguées à la jeunesse ont à évaluer le même jeune ou la même jeune devant eux, est-ce qu'ils arrivent à la même conclusion? Donc, c'est ce qu'on veut évaluer ici. Donc, l'idée de dire que peu importe sur qui le jeune va tomber au moment de son évaluation, bien, à la fin, il va avoir le même niveau de risque ou le même nombre de forces qui seront évaluées. Donc, encore ici, je vous ai remis les seuils pour qualifier le tout. Donc, vous avez les accords interjuges pour le Québec, pour la Belgique, pour le YLS CMI, et on a ceux pour le C. Donc, ça, c'était le moment où on a fait OK, c'est beau, on a peut-être du travail à refaire ici. Donc, c'est un peu plus faible, acceptable en Belgique. Au Québec, on peut monter jusqu'à bon à excellent là, pour certains domaines et le score total. C'est en deçà de ce qu'on peut voir avec d'autres outils, donc par exemple la Savry, la SAPROF ou le YLS CMI. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ces résultats-là, un peu comme Cécile le disait. Le C, c'est encore un bébé, il n'a que 4 ans. Le YLS CMI a plus de 20 ans d'existence, donc les critères de cotation se sont peaufinés avec le temps. C'est un peu ce qu'on a fait en fait également aussi au Québec. Après avoir sorti les premiers résultats pour l'accord interjuge, on est retourné un peu à la table à dessin. On a regardé comment les gens justifiaient la cotation. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des items qui étaient moins clairs. Donc, il y a eu un travail qui a été fait de la part de Cécile pour clarifier certains aspects. On a refait un peu de formation ici au Québec. Et là, on est sur, je vais obtenir les données là, dans le mois prochain sur cette nouvelle vague-là et on s'attend à ce que les accords interjuges puissent augmenter également aussi. Vous avez peut-être, je suis passée vite, mais vous avez peut-être remarqué qu'au Québec versus la Belgique, le Québec performe peut-être un petit peu mieux, donc les délégués à la jeunesse un petit peu mieux que la Belgique. Comment on peut expliquer le tout?
trois éléments distincts ici. Premièrement, la méthode de cotation des accords interjuges. Au Québec, on est dans la façon la plus naturelle, si je pourrais dire. En fait, on avait 2 personnes déléguées à la jeunesse qui s'assoyaient ensemble et qui rencontraient la jeune personne au même moment. Donc, elles avaient accès vraiment à toutes les mêmes informations et elles devaient retourner chacune dans leur bureau, faire leur cotation. Elles nous envoyaient ensuite le tout et ensuite, là, elles pouvaient discuter de leur cotation. En Belgique, la méthode a été faite un peu différemment. Donc, en fait, c'est Nadège qui est allée éplucher les dossiers des jeunes contrevenants et c'est elle qui a fait l'ensemble des accords interjuges et seulement sur une cotation sur dossier. Bien entendu, quand vous rédigez vos notes, vos notes dans les dossiers, tout ce que vous y mettez, bien, vous avez déjà, les personnes déléguées font déjà un film de ce qu'elles jugent importante à mettre au dossier. Et donc, Nadège a dû faire les accords interjuges sur des informations plus limitées que ce qu'on peut avoir au Québec. Donc, première explication pour l'écart. L'expérience avec des outils de quatrième génération, en fait, le C est arrivé, a été développé au moment où la Belgique a également eu un grand changement au niveau de ses politiques. Donc, jusqu'à il y a quelques années, en fait, c'est encore le jugement clinique pur qui était utilisé. Donc, Cécile a eu le mandat, en fait, d'introduire, en fait, une évaluation plus structurée à la fois avec le YLS-CMI et le C. Donc, ça fait seulement quelques années que les gens ont un changement plutôt drastique de paradigme d'évaluation. Donc, sont moins habitués avec ce genre d'outils-là versus le 6 dans lequel on a fait la recherche jusqu'à présent. Sont aguerris, ils sont bons, ils performent très bien, sont habitués avec ce genre de procédure-là. Donc, ça peut être aussi une explication qu'on peut voir quand on compare les deux. Et finalement, aussi, l'encadrement clinique est très différent. En fait, dans le 6 où on a fait la recherche, il y a vraiment 2 personnes qui sont exceptionnelles et qui accompagnent vraiment de façon très étroite les personnes déléguées à la cotation de l'instrument, alors qu'on n'a pas ce parallèle-là en Belgique. Donc, des fois, quand les gens ont des questions, sont un peu pris avec leurs questions, pas nécessairement de gens vers qui se tourner pour les accompagner. Donc, ça peut expliquer un peu les résultats distincts entre les 2 régions. Finalement, deuxième aspect, donc notre validité, donc convergente, divergente et prédictive. Donc, validité convergente, donc généralement ici, on va corréler l'outil avec un autre outil ou une autre mesure qui mesure un phénomène qui est similaire. Donc ici, au Québec, on a corrélé le C avec la SAPROF, donc 2 outils qui mesurent les aspects positifs et on a une corrélation qui est très élevée. Donc ça nous dit que oui, le C, tout comme la SAPROF, semble mesurer quelque chose au niveau des aspects positifs chez les jeunes. On n'avait pas la SAPROF en Belgique, donc on n'a pas le résultat. Au niveau de la validité divergente, c'est de corréler en fait ici le C avec une mesure qui devrait mesurer quelque chose d'opposé à la mesure des forces ou des aspects positifs. Donc ici, une corrélation avec le YLS-CMI. Donc les 2 décorrélations négatives, donc ce à quoi on s'attendait, est quand même élevé. Donc validité divergente, ça mesure 2 choses qui sont généralement à l'opposé, les forces et les risques. Donc, ici, c'est excellent et c'est comparable aussi à d'autres travaux qu'on peut voir sur la corrélation, par exemple, entre le YLS-CMI et la SAPROF. Là, finalement, la validité prédictive. On a seulement les données pour l'instant pour la Belgique. On va les avoir pour le Québec là, dans les prochains mois. Donc, ici, je vous présente les résultats belges. Donc, pour le YLS-CMI, en fait, c'est la première fois qu'on évaluait, en fait, que Cécile et Nadège évaluent les propriétés psychométriques du YLS-CMI en Belgique. Et bon, on était très contente de voir que l'outil performe tout aussi bien en Belgique qu'il performe au Québec ou dans le reste du monde. Donc, un R sous la courbe de 0,67, ce qui est modéré et ce qui est comparable aux autres études également aussi. Là, le petit roulement de tambour, est-ce que le C permet de prédire la récidive? La réponse, c'est non pour l'instant. Mais on n'était pas très, très surprise de ça. Si je vous rappelle un peu les éléments que Cécile a apportés tout à l'heure, la force n'a pas d'effet protecteur maintenant. Donc, c'est un peu logique qu'elle ne prédise pas l'absence de récidive ou la récidive parce qu'on est plus dans une logique peut-être de favoriser la motivation. Puis c'est un peu les réflexions qu'on a ici. Est-ce que le but de mesurer les aspects positifs par l'entremise des forces peut vraiment servir à prédire la récidive ou est-ce qu'on veut plutôt
aller chercher un aspect motivationnel, des leviers de motivation chez les jeunes personnes contrôlantes en disant, ben oui, tu as des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, mais regarde tous les aspects positifs, toutes les belles forces que tu présentes aussi. C'est avec ça qu'on va travailler pour peut-être diminuer tes aspects négatifs. Donc, d'aller chercher plus la motivation chez les jeunes. Et l'autre aspect, et ça, c'est pour ceux et celles qui m'ont déjà entendu dans d'autres travaux de recherche, je m'intéresse beaucoup à la dérogation clinique. Donc, le fait de modifier en fait le niveau de risque au YLS-CMI sur la base du jugement en disant, mais il me semble qu'il y a des choses ici qui ne sont pas dans l'instrument et qui me porteraient à croire que ce jeune-là serait peut-être plus à risque ou moins à risque que ce que l'outil nous suggère. Donc, en fait, le C, est-ce qu'il pourrait permettre de nous aider à encadrer cette pratique-là de la dérogation clinique? Parce que jusqu'à présent, lorsque les personnes déléguées à la jeunesse vont déroger du YLS-CMI, ça n'améliore pas nécessairement la validité prédictive parce qu'on n'a pas de base structurée pour procéder à ces dérogations-là cliniques. Donc, est-ce que le C pourrait venir nous aider ici pour encadrer tout ça? Mais c'est des travaux dans lesquels on veut poursuivre pour la suite des choses. Donc, oui, le C ne prédit pas la récidive, mais on a d'autres pistes sur quel endroit l'outil va pouvoir être utile aussi. Donc, bien entendu, je donne une conférence, donc mon chat veut de l'attention, je m'excuse. Donc, c'était la portion plus statistique. Je vais maintenant passer la parole à Nadège qui va vous parler en fait de la validité sociale. Donc, Cécile vous a parlé un peu du contexte théorique, d'où vient l'outil. Moi, je viens avec les éléments plus statistiques. Ben, l'outil, ouais, les résultats sont encourageants, ça va bien. Mais Cécile Nadège va vous parler de développer un outil, c'est bien, mais quand les gens n'ont pas le goût de l'utiliser ou n'en voient pas la pertinence, ça sert un petit peu à rien. Donc, je laisse la parole à Nadège. Donc, bonsoir à tous si vous venez d'Europe et bon appétit si vous êtes au Québec. J'ai appris à très bien gérer le décalage horaire avec mon séjour d'un an. Donc, maintenant que le contexte est placé, c'est vrai qu'avec cette partie-ci, moi, je vais plus vous parler de la perception qu'ont les personnes qui utilisent le C et de savoir est-ce que finalement le C leur semble utile et si oui, finalement, en quoi utiliser le C pardon, est utile. Donc, on parle vraiment d'utilité clinique ici, au-delà des qualités psychométriques. Et donc, pour ça, on a décidé d'étudier la question au travers de la validité sociale qui se compose en fait de 3 dimensions. L'accord sur les objectifs, première partie, donc que pensent les professionnels du fait d'évaluer l'effort chez les personnes contrevenantes. L'accord sur la procédure, donc qu'est-ce qu'ils pensent de la manière dont cela est fait, donc le fait qu'il y a une évaluation qui est structurée pour le faire. Et puis, au niveau des effets perçus, qu'est-ce que pensent les professionnels des changements qui peuvent être apportés par le fait qu'on évalue les forces chez les jeunes. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait c'est intéressant justement d'étudier la validité sociale? C'est parce que dans la littérature, on a pu identifier que l'efficacité d'un outil d'évaluation va dépendre de la manière dont les professionnels vont utiliser cet outil et dont ils vont le réfléchir. Et donc, en fait, avoir accès à la perception que les professionnels ont de cet outil va finalement nous permettre de pouvoir prendre en compte le ressenti par rapport à cette utilisation, mais aussi de pouvoir aussi réexpliquer ou clarifier certains concepts ou la cotation de certains items. On a pu en parler tout à l'heure, notamment avec le domaine consommation en Belgique. On va pouvoir maintenant avoir 3 items de force pour le consommateur et pour le non-consommateur. C'est notamment grâce à des retours des professionnels que ça a pu aboutir. Et donc, finalement, s'intéresser à la validité sociale, c'est pouvoir avoir une meilleure fidélité dans la cotation des items, mais aussi une pérennité à plus long terme parce que les professionnels se sentent entendus, écoutés, il y a des retours concrets sur base de ce qu'ils partagent et donc il y a une plus grande chance que l'outil continue d'être utilisé sur le terrain. Et donc, de notre point de vue, l'analyse de la validité sociale, c'est vraiment complémentaire à l'analyse des qualités psychométriques qui est vraiment à un niveau là plus statistique. Alors, pour illustrer mon propos, en Belgique, j'ai pu rencontrer 34 professionnels qui utilisent le C. Il y a aussi des entretiens qui ont été menés au Québec auprès de 15 délégués à la jeunesse, mais c'est une partie qui vous viendra par la suite. Je tease un peu ici. Mais pour ce qui concerne la Belgique, j'ai pu de manière préliminaire analyser une partie de ces entretiens. Et donc, j'avais envie de vous partager quelques extraits ici qui sont pris de manière un peu isolée, mais qui représentent quand même des codes qui reviennent de manière assez régulière. Et donc, le premier parle des objectifs.
Et donc, on a ici une travailleuse sociale qui va pouvoir nous expliquer qu'elle trouve ça très satisfaisant à un niveau professionnel de pouvoir identifier les forces chez les jeunes. Donc, elle nous explique que c'est gai de pouvoir mettre qu'il y a des forces qui sont présentes chez les jeunes personnes contrevenantes. Et un autre travailleur social qui nous explique que considérer les forces, ça nous permet de déstigmatiser la personne contrevenante, parce qu'on ne va pas le limiter à son aspect délinquant, c'est un individu délinquant. Non, non, c'est aussi un être humain qui a ses ressources et ses faiblesses. Et donc, on a une vision ici beaucoup plus complète de la personne contrevenante. Alors, en ce qui concerne les procédures, dans l'exemple que m'a partagé ce psychologue, on voit qu'en fait, il va brasser vraiment de manière très large la situation de la personne contrevenante. Et donc, le ou la jeune va pouvoir livrer tant des aspects positifs que des aspects négatifs, mais on n'est pas cloisonné à quelque chose qui cherche à identifier uniquement les choses qui vont mal. Les questions sont formulées de manière tellement ouverte que c'est le ou la jeune personne qui peut décider de livrer tant des choses qui fonctionnent bien que des choses qui fonctionnent moins bien dans sa situation. Et pour terminer, alors on en vient au niveau des effets, où là, un éducateur a pu m'expliquer que les forces qui sont identifiées, il les envisage comme des leviers qui vont permettre d'être mobilisés au niveau de l'intervention du jeune pour permettre un changement positif, étant entendu comme à la fois le fait d'arrêter de commettre des infractions, mais aussi le changement plus identitaire au niveau du jeune et la manière dont il se définit en tant que personne. Donc moi, je laisse la parole à Cécile pour les applications futures. Alors, je vais clôturer rapidement pour laisser du temps à l'échange. Donc, on est avec un instrument d'évaluation donc assez jeune, hein, donc peut-être plus un bébé, mais un jeune enfant, 4 ans d'existence. Donc, c'est des résultats encourageants. En tout cas, concernant la consistance interne, les items sont à leur bonne place. Après, on peut améliorer les consignes de cotation. Il y a tout un travail qui a été fait avec vos collègues du CISME en Montérégie, avec des communautés de pratique qui ont eu lieu tous les mois, où on pouvait partager la révision sur les cotations et puis demander les avis. Il y a aussi un sondage qui va être fait pour vérifier la cohérence et la clarté des nouvelles forces qui pourraient être proposées. Et donc ça, j'insiste, c'est vraiment dans un... La collaboration fait partie des approches centrées sur les forces. Et donc, elle existe aussi dans la méthodologie de travail autour du C. C'est pour ça qu'on a voulu aussi inclure un volet sur la validité sociale. Il y a les qualités psychométriques, mais il y a aussi la perception de l'utilité clinique. Et donc, pour clôturer, alors ça, c'est vraiment mon leitmotiv et je suis dans une complémentarité, pas du tout une exclusivité, mais c'est important de développer les approches centrées sur les forces auprès des jeunes contrevenants, tant au sein de la communauté scientifique qu'auprès des milieux de pratique. Et je pense que ce n'est pas au sein des milieux de pratique qu'il y a à convaincre, c'est plus au sein de la communauté scientifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manquait jusqu'à présent une méthodologie de l'évaluation structurée des forces. Il y avait cette confusion avec les facteurs de protection qui ne sont pas des forces et qui finalement sont parfois plus proches des théories sur les facteurs de risque que des théories centrées sur les forces. Et donc, comme on ne savait pas évaluer correctement, à un moment donné, de pouvoir mener des études, qu'elles soient prédictives, sur l'apport des forces en termes de prédiction de la récidive, par exemple, ben, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, on a besoin d'avoir un socle, une évaluation structurée des forces pour pouvoir développer des objectifs d'intervention autour des forces qui reposent sur l'évaluation qui a été menée. Et je, je, je pense que d'avoir des objectifs d'intervention autour des forces, ben, ça permettra aussi d'évaluer de nouvelles cibles d'intervention. On a parlé de la motivation, on a parlé de l'alliance thérapeutique, Geneviève a parlé aussi de la dérogation clinique. Donc, c'est toutes des avenues qui sont assez enthousiasmantes, tant pour la recherche que pour les milieux de pratique, de se dire, on peut, comme l'intervenant qu'on a déjà rencontré, avoir du plaisir dans la mission d'évaluation. Si on a du plaisir, et je conclurai là, on vit une expérience positive, on communique une émotion positive et le jeune la ressent. Et donc, ça participe aussi à un changement chez lui dans la façon dont il peut vivre les choses et puis, in fine, se percevoir.
Donc, nous, on se situe dans l'évaluation structurée, la méthodologie de l'évaluation. Puis après, on pourra peut-être se revoir pour la méthodologie autour du développement des objectifs d'intervention autour des forces. Mais je m'arrête là. Merci de votre attention.